Voilà. Donc, j'enchaîne. Désolée, j'ai un peu des soucis techniques sur la visio. Hop, voilà. Donc, rapide déroulé de cet après-midi. Donc, voilà, je vais prendre la parole très rapidement sur le BAT. Ensuite, donc, ça sera l'association Obed PACA. Donc, oula, j'ai fait des erreurs. De Hugo Fontaine, qui va revenir un peu sur les chiffres clés concernant le contexte épidémiologique de l'obésité chez les jeunes, et donc revenir sur la nécessaire approche à 360 degrés dans la prévention de l'obésité pédiatrique. Ne prenez pas en compte les deux autres points qui n'ont rien à voir, voilà, j'ai oublié de les enlever. Donc voilà, donc une introduction assez théorique et aussi de présentation de l'association Obed PACA et de ce qu'ils font et de comment ils peuvent vous aider. Et ensuite, on enchaînera directement sur 2 retours d'expérience. Donc la ville de Marseille, qui vient de se connecter, Madame Inde Gaïvi, et un autre retour d'expérience du projet Septentrion, du coup, qui est un projet qui est porté par le CPTS du Pays de Martigues et par l'association Structura, et qui travaille avec les deux territoires d'intervention, c'est Martigues et Port-de-Bouc. Et donc, c'est des projets, vous le verrez, donc 360, qui travaillent vraiment à la santé, nutrition chez les jeunes et qui essaient de travailler sur la restauration collective, mais pas que. Et donc, c'est ce que Hugo va vous expliquer en introduction. Très rapidement, même si vous connaissez à connaître la chanson, donc pour vous rappeler les ressources à votre disposition du réseau Nos Cantines Durables. Vu qu'on parle de santé, nutrition et de prévention de l'obésité, etc., je vous rappelle que du coup, on a créé des livrets pédagogiques plutôt à destination des CM1, CM2 pour le coup, mais tout un monde derrière ton assiette, qui sont des livrets de petits jeux que vous pouvez faire autour de l'alimentation durable, la diète méditerranéenne, les productions du territoire, qui sont disponibles en version numérique, mais que vous pouvez commander. On peut vous en envoyer en grosse quantité, donc n'hésitez pas à le commander gratuitement. Encore une fois, vous pouvez bénéficier, les communes, d'un accompagnement individuel si vous candidatez à l'appel à projet Nos Cantines Durables, pour bénéficier d'un accompagnement via des BE experts en restauration collective. Ça peut être des accompagnements sur la sortie du plastique, sur le gaspillage alimentaire, sur de la rédaction de marché, d'un nouveau marché pour des denrées, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous connaissez donc le programme des webinaires et des formations, vous recevez la newsletter et des invitations. Et puis n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux ressources documentaires via le Google Drive partagé. Et pour finir, très rapidement, les prochains rendez-vous, donc il y en a de moins en moins parce qu'on approche peu à peu de la fin de l'année. Donc on organise à Martigues une formation cuisine nourricière en conditions réelles. Donc on va produire 800 repas. C'est presque complet, il reste 1 ou 2 places. Et ensuite, à venir, un atelier menu qui est en train de se caler, a priori, ça sera sur la commune d'Allot. Voilà, sur tout un travail autour de la présentation des menus, comment mieux présenter les menus, comment donner envie aux enfants et comment savoir qu'est-ce qu'on doit intégrer réglementairement parlant dans les menus ou pas. Donc là, je vous confirmerai la date très bientôt. Et puis l'atelier à destination des diététiciens et des diététiciennes, donc vraiment à destination de ce corps de métier-là, pour qu'ils intègrent dans leur métier les questions de durabilité. Ça, en fait, on va le faire certainement en début d'année de la prochaine année scolaire. Voilà, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Voilà, donc ça, c'était pour la rapide introduction côté PAT. Je vais laisser directement la parole à Hugo Fontaine, du coup, de l'Obed PACA, qui va un peu nous introduire le contexte, voilà, de l'obésité chez les plus jeunes, notamment. Voilà, Hugo, je te laisse partager. Voilà. Bonjour à tous, vous voyez bien le PowerPoint, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous le constatez, on va parler de la prévention de l'obésité pédiatrique. Alors, on l'appelle POP 360 parce que justement, prévention obésité pédiatrique, et 360, c'est pour la démarche à 360. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses, l'ARS, le CSO, l'OBEP PACA. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, comment ça s'articule, et après, on parlera du projet en tant que tel. Donc, première chose, qu'est-ce que l'OBEP PACA? C'est une structure de ressources et d'expertise qui est dédiée à la prévention et à la prise en charge du surpoids et de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent en région PACA.
On est exclusivement financé par l'Agence régionale de santé. Alors, on est à la fois une équipe de coordination, ce que vous avez vu, voilà, Aliette Islac, Noël Cortazag, Hugo Fontaine, on est assez nombreux, on est une dizaine de personnes pour toute la région PACA. Alors, assez nombreux, 10 personnes pour toute une région, on se dit ça n'est pas grand-chose, mais bon, on fait avec. On a plusieurs missions. L'une de nos missions principales, c'est la formation des professionnels pour qu'il y ait vraiment un même langage utilisé par tous les professionnels, médecins, pédiatres, psychologues, psychiatres, professionnels de l'activité physique, diététiciens, infirmiers, coordinateurs de santé publique. Tout ce monde, en fait, il faut qu'il parle vraiment le même langage pour s'adresser aux personnes aussi bien en prévention qu'en prise en charge du surpoids et de l'obésité de l'enfant. C'est indiscutable. C'est-à-dire qu'une mauvaise prise en charge est pire que pas de prise en charge du tout. Donc souvent on dit ah mais il faut faire quelque chose. Non, si en fait on n'est pas suffisamment formé, en fait le faire quelque chose peut empirer les choses. C'est un petit peu ce qui se faisait il y a quelques années avec les cures. On envoyait les enfants en cure d'amaigrissement, évidemment ça marchait pas et on amplifiait le problème. Plus on fait de régime, plus du coup les enfants prennent de poids. Les régimes sont délétères de manière générale. Il n'y a pas de régime, il n'y a pas d'aliments interdits chez l'enfant. Du coup, l'OBEPACA fait partie d'une plus grande association qui est le CERON-PACA, le Centre d'études et de recherche sur l'obésité et la nutrition en PACA. Alors pourquoi il y a autant de sigles? Parce que du coup, on est rattaché au Centre spécialisé de l'obésité qui font partie de deux hôpitaux différents. L'un est à La Timone, l'autre est à Nice. Et forcément, d'un point de vue administration, ouais, on trouve très vite des problèmes. C'est-à-dire que deux hôpitaux ne peuvent pas mélanger leur budget, ne peuvent pas recevoir la moitié un budget, un autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le Sérum PACA qui a été créé pour être le centre d'études. Et l'OBEP PACA, du coup, nous, on s'occupe de certaines missions très précises, comme la formation, le développement de certains projets, comme le POP 360, le dispositif Mission Retrouve ton Cap, que vous connaissez peut-être. Si vous voulez, il y a des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et on a vraiment cette notion de formation qui est très importante. Donc, l'équipe de coordination, vous avez aussi une mission d'adressage d'enfants ou d'adolescents en surpoids ou en obésité. C'est-à-dire que quand vous avez un souci, alors en tant que parent, en tant que professionnel de santé, vous avez un doute, une question, en fait, vous pouvez contacter. À l'ouest, ce sera Emmanuel Longueville. À l'est, ce sera Caroline Joucla, qui est revenue du coup de son arrêt. Donc, ce sera parfait. Elle pourra écouter toutes vos questions. Moi, je suis à l'est, mais je suis à l'ouest, mais je suis surtout sur la partie prévention. Je ne suis pas sur l'adressage parce que c'est important. En fait, on a beaucoup d'enfants. On nous appelle, on me dit oui, mais on en fait quoi? Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Et on organise jusqu'où la filière de soins. C'est très important d'avoir une filière de soins. C'est pour ça que non seulement on forme les professionnels, mais on a besoin d'eux parce qu'une prise en charge efficace, c'est forcément une prise en charge de proximité et locale. On ne peut pas prendre en charge un enfant et lui dire il va faire 30 km tous les jours pour être pris en charge. Non. Donc c'est vraiment très important, même si des fois il y a besoin qu'ils viennent à la Timone pour certains examens complémentaires. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit de proximité. Donc là, on se déplace, on forme les professionnels. Et une fois qu'on a formé les professionnels, c'est eux qui concrètement vont prendre en charge l'enfant. On discute avec eux. On fait aussi tout ce qui va être réunion d'échange, de partage, où on va revoir un petit peu qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui marche très bien chez certains et pas du tout chez d'autres. Voilà, on fait vraiment le point. On travaille avec toutes les structures, maisons de santé, cadres de santé. Voilà, on travaille vraiment avec l'ensemble. Pardon? J'ai l'impression qu'on est bloqué sur ta première slide. Voilà. Ouais. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Merci. Parfait. Donc voilà, donc je vous remonte juste le site où vous pouvez trouver toutes les informations si vous avez besoin. Et l'équipe, voilà. S'il y a un souci, vous n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter, vous avez mail ou téléphone, on vous répond. Et c'est vrai qu'on a cette possibilité d'adresser les professionnels, les enfants aussi, mais tout le monde, en fait, on travaille vraiment en pluriprofessionnel. C'est comme ça qu'on prend en charge le surpoids et l'obésité. Ça ne peut pas être que l'alimentation, que l'activité physique. Il faut vraiment la totalité. Quand je vous parle du réseau professionnel, voilà un peu le nombre de personnes qu'on a formées sur la région PACA. On a dépassé le millier cette année. Donc, ça fait plus d'un millier de personnes qui ont été formées, aussi bien diète, infirmier, cadre de santé, infirmier, mais IPA, ce qu'on appelle l'infirmier en pratique avancée. Donc, voilà, on fait vraiment tous les professionnels de santé parce que c'est indispensable. Bien entendu, du coup, si on est aussi une structure de ressources et d'expertise en tant que ressources, on va avoir aussi toute la ressource que vous pouvez trouver, donc les informations générales par domaine, l'alimentation, l'activité physique.
On regroupe également toutes les données qui ont été mises en place, c'est-à-dire ce sont des données probantes qui sont mises au niveau national, voire européenne ou internationale, suivant le niveau. Mais on a vraiment cette notion des données qui sont démontrées et pas uniquement un petit peu comme on trouve actuellement sur certains réseaux, les envies, oui, mais je crois que, je pense que. Nous, en fait, ce sera uniquement les données qui sont validées scientifiquement. Il n'y a pas de données d'interprétation. C'est pour ça que vous retrouverez aussi tout ce qui va être le site du PNLS. Parce que c'est vrai que ça reste très important aussi d'avoir des sites officiels et c'est eux qui, en fait, ont fait toutes les démarches. C'est pour ça que vous n'aurez que des données probantes. Bien entendu, on va faire un petit contexte épidémiologique très important. Une fois que je vous ai bien présenté l'OBEPACA, que vous avez eu plein de petits acronymes, on va parler un petit peu de la situation actuellement. Donc en France, actuellement, on a 15,4% d'enfants en surpoids, 4,6% d'obésité. Ça, c'était les chiffres en 2021. Il faut savoir que les nouveaux chiffres vont sortir. Ils vont sortir en post-Covid. Donc là, ce sera très intéressant à travailler avec eux. On va avoir aussi, du coup, le petit point important pour vous, si vous travaillez en restauration collective, c'est-à-dire que désormais, c'est démontré que manger à la cantine, en fait, est un facteur protecteur face aux différentes maladies, parce qu'on parle beaucoup du surpoids et de l'obésité, mais forcément, si on fait de la prévention de manière générale, on va prévenir toutes les maladies cardiovasculaires, pulmonaires, etc. Puisque bien manger ne se limite pas aux enfants qui peuvent présenter du surpoids et de l'obésité, c'est valable pour absolument tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne pour l'enfant, pour la famille, pour toute la cellule autour. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de repas spécifique à avoir pour l'enfant, ça va être une notion vraiment globale. Donc, manger à la cantine protège. On se rend compte qu'avec le temps, on a des chiffres pour absolument tout le monde et qu'il y a vraiment une très grande disparité du surpoids et de l'obésité sur le département. Vous voyez qu'on a aussi bien, on dit en moyenne 11,7, mais on a aussi bien des communes où on va être à 4, à 7, et puis il y a des communes, ça va être à plus de 20. Donc c'est vrai que c'est important de se rendre compte que ce n'est pas du tout quelque chose de linéaire, c'est vraiment une disparité très importante et qu'on ne va pas travailler de la même façon suivant les territoires. Si vous êtes un territoire très urbanisé ou faiblement urbanisé, on n'aura pas du tout le même résultat. Et on n'a pas du tout la même prise en charge. Je vous disais, il y a des prises en charge qui doivent être locales et de proximité. C'est sûr que du coup, suivant où vous vous situez, ça va être très compliqué. Une prise en charge locale et de proximité, si vous avez personne à proximité, et ben du coup, comment on fait? On met aussi des structures en place. C'est-à-dire que là, on va être obligé d'organiser, par exemple, des hôpitaux de jour pour faire le point. Mais c'est pour ça qu'on essaye de se déplacer le plus possible sur toute la région PACA, même dans le 0,5, où du coup, on se trouve sur un territoire très faiblement urbanisé. Là, ça demande un travail encore plus important avec les équipes. Je vous parlais des chiffres, donc en termes de chiffres, vous voyez, Sainte-Marie-de-la-Mer est plutôt à 20, alors qu'à l'inverse, Marseille est à 13,5 en moyenne. On verra après que ce n'est pas si facile que ça de dire que Marseille est à 13,5 plus ou moins. On retrouve des chiffres assez importants après, même sur des communes qui, des fois, on se dit qu'elles ne sont pas spécialement touchées, mais par exemple, au niveau de Berlétan, de Martigues, on considère que c'est des communes pas forcément précarisées, mais il y a aussi des quartiers. On vous en parlera avec le projet Septentrion. Donc, c'est vrai que c'est important de se rendre compte de cette hétérogénéité de la prise en charge du surpoids et de l'obésité et du développement de cette pathologie, puisque l'obésité est une maladie sur les territoires. Quand on parle surpoids, le surpoids n'est pas une maladie, mais l'obésité, oui. Et on se rend compte très vite que dès qu'on enlève le surpoids, et ben, par exemple, il y a des endroits qui disparaissent et d'autres qui ressortent beaucoup plus, parce qu'on a vraiment un lien qui va s'expliquer entre obésité et précarité. On ne peut pas du coup discuter juste de surpoids et d'obésité en parlant d'alimentation et d'activité physique. La précarité est très importante. On en reparlera après par rapport aux 7 déterminants qui ont été mis en place dans la démarche à 360. Mais c'est vrai que quand on fait le point sur le surpoids et l'obésité, automatiquement, on a cette notion qui va être très importante. Oui. Est-ce que tu peux mettre ton PowerPoint en plein écran, comme ça on voit un peu mieux, c'est un petit peu plus grand. Après, ça le bloque un peu, c'est pour ça que je vous l'ai pas remis. Ah pardon, ah ça bloque. Après, Ah oui, si non, ça passe, tomber. il n'y a pas de souci. Hein. Excuse-moi. Non, mais si ça bloque, alors c'est bon. Est-ce que ça passe ou ça bloque? Non, ça bloque. Non, bah laisse tomber. Sinon. On reste comme ça, c'est très bien. Il ne le veut pas. Il s'oppose à nous. Comme ça. De toute façon, on vous enverra après si vous voulez zoomer pour voir. Voilà. Pour voir chaque commune. Non, mais...
Après, c'est les moyennes qui sont du coup 2000, jusqu'à 2020, 2021. Il y aura les nouveaux chiffres qui vont sortir donc normalement en fin d'année avec le PNS 5. Donc les chiffres ont sûrement évolué. On fait un petit focus après en post-Covid parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi d'en discuter, hein. Ça fait 5 ans qu'on a été bien arrêté, qu'on a bien développé la sédentarité. On en reparle juste après, promis. Donc tout ce qui va être obésité, très important. On a vraiment des quartiers très différents et c'est lié à la précarité. Vous voyez, on arrive, tout d'un coup, Marseille disparaît, il est plus en bleu foncé, mais c'est pareil, Marseille, on va en parler tout de suite. Vous voyez que Marseille, ça dépend énormément de l'arrondissement. C'est pas du tout quelque chose de linéaire. Entre le 15e et le 8e, forcément, il y a une vision très différente. Il y a des notions beaucoup plus compliquées que juste il y a du surpoids, il n'y a pas de surpoids. Il vous le présentera après. Vous allez voir que c'est pas quelque chose d'aussi facile. Souvent, quand on vous présente le surpoids et l'obésité, on dit oui, mais c'est juste pour faire plus de sport. Oui, mais il faut juste moins manger. Quand elle va vous montrer tout ce qu'ils ont déjà fait, vous allez voir que le juste, on peut l'enlever. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Donc, d'un point de vue épidémiologique, vous voyez qu'on a vraiment des rapports du simple au double. On a des arrondissements à 7,5%, d'autres à 18,9%. Donc, ça peut très vite évoluer et ça dépend énormément du coup de la précarité. Ça dépend aussi de l'accès à l'alimentation. Ça dépend d'énormément de choses. Même principe pour l'obésité. On a vraiment cette notion, on peut passer non pas du simple au double, mais voire du quadruple. On passe de 1,3 à 4,5, donc c'est très important comme chiffre du surpoids et d'obésité. Là, vous êtes sur les chiffres d'obésité où on voit vraiment l'explosion d'obésité liée à l'arrondissement. Et c'est vrai qu'en termes de moyenne, on se dit bah, c'est plus bas, ben, ça dépendra vraiment du quartier dans lequel vous êtes. On va faire un petit focus du coup de manière générale sur les pays. En fait, entre 2020 et 2015, ça s'est stabilisé. Donc on voit bien qu'il y a eu un impact, tout ce qui a été fait au niveau des... Je pourrais vous mettre en grand, ça ne bouge pas. Du coup, tout ça, ça a été, ça a vraiment eu un impact, c'est-à-dire toute action a vraiment un impact positif. On sent qu'il y a une vraie augmentation, c'est vraiment positif. On voit que les politiques de santé publique ont permis d'éviter ce développement. C'est pas le cas dans les pays en voie de développement où justement il n'y a pas eu de politique de lutte contre le surpoids et l'obésité. Donc forcément, eux par contre, ils ont augmenté, ce qui fait que d'un point de vue mondial, l'obésité continue à progresser. Il ne s'arrête pas, c'est une maladie qui ne s'arrête pas, elle continue, elle prend de la place. On va même aller plus loin, tout ce qui est régime, en fait, accentue ce phénomène, c'est-à-dire plus vous faites des régimes, plus vous avez des comportements restrictifs, plus vous avez des influenceurs avec de mauvaises idées, ce genre de choses, plus en fait vous accentuez le surpoids et l'obésité parce que toutes ces pratiques, tous ces phénomènes vont à l'encontre en fait du bien-être. Donc vraiment, on a cette notion aussi qui est importante, c'est-à-dire il n'y a vraiment aucun régime, aucun aliment interdit chez l'enfant. On fait pas ça. Même chez l'adulte, on n'est pas du tout sur une prise en charge restrictive. C'est vraiment contre les recommandations. On va vous prendre un exemple clair, on vous parlait des 0 à 6 ans. Donc on va parler des 3 ans et demi à 4 ans et demi parce que la PMI en fait un point avec les enfants, donc 2017 à 2020, pour voir un petit peu comment leur surpoids évolue ou non. Ce qui est très bien, c'est qu'on voit, alors très bien, c'est qu'on voit une des causes les plus importantes du surpoids et de l'obésité, je vous disais la précarité, entre les enfants les moins désavantagés et les plus désavantagés, on a un facteur 4. Donc on voit bien que la précarité n'est pas négligeable, elle est vraiment importante. Et forcément, bah, tant qu'on parle de tout sauf de la précarité, eh bien, on ne permet pas de lutter contre le surpoids et l'obésité. On ne fait qu'entretenir des schémas qui ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette notion de la précarité, de la place qu'elle prend. Il y a différents travaux qui sont en train d'être menés où justement on se pose un peu la question. On sait qu'actuellement, les personnes en situation de surpoids et d'obésité ont moins accès à l'emploi parce qu'il y a une stigmatisation très forte, une grossophobie importante. C'est-à-dire que sous couvert qu'une personne est en surpoids ou en obésité, on la voit tout de suite comme fainéante, manque de motivation, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment des clichés qui restent. Ils sont véhiculés par la culture, par nos habitudes, par les dessins animés qu'on montre aux enfants. Donc c'est important, en fait, on se pose la question de se dire que est-ce que finalement les gens en surpoids et en obésité entretiennent cette précarité suite à la stigmatisation ou est-ce que c'est le fait d'être dans la précarité qui va entretenir le surpoids et l'obésité? Donc il y a pas mal d'études qui sont en train de travailler sur ce point, mais les deux sont vraiment liés de façon importante. Je vous ai dit en post-Covid, on a quelques chiffres donc, du Val-de-Marne et on se rend compte que là, le surpoids et l'obésité ont bien repris. Donc là, concrètement, les gens n'ont pas spécialement changé leurs habitudes alimentaires. Par contre, tout le monde a été à l'arrêt. Non seulement donc, vous avez ce qu'on appelle un manque d'activité physique, mais vous avez la sédentarité. C'est vraiment deux notions différentes. Et donc la sédentarité,
elle a explosé, et en absence d'activité physique et avec beaucoup de sédentarité, on voit bien que le surpoids et l'obésité reprennent. Alors, on va se concentrer un peu sur le POP 360, donc le projet prévention sur tout ce qui va être le surpoids et l'obésité. Il y a eu un constat qui a été fait au niveau de l'OMS, un enfant sur 3 est en surpoids ou en obésité, donc en 2022, sur la région européenne, pardon. Et bien sûr, du coup, il se pose la question de comment mettre fin à l'obésité de l'enfant. Donc, vous avez eu le constat de l'OMS, l'ARS-PACA qui, du coup, a missionné l'OBEP-PACA pour travailler sur cette thématique. Donc, concrètement, il y a eu un groupe composé, l'ARS-PACA, CSO, le Centre de spécialité de l'obésité, l'OBEP-PACA, vous voyez, avec le docteur Nègre, avec le professeur Rachel Reynaud, le docteur Sophie Epstein. On a beaucoup de partenaires qui se sont mis autour de la table, le CRES, le CODEPS, les autres CODES, parce que CODEPS, c'est 13, CODES, c'est les autres départements, la PMI, les collectivités territoriales. Donc voilà, il y a vraiment eu énormément de monde qui ont été sollicités pour s'appuyer sur des connaissances et des données probantes. Et on s'est rendu compte que du coup, il fallait éviter le saupoudrage d'actions, c'est-à-dire souvent on va faire des actions one-shot qui ne fonctionnent pas du tout. On va dire, tiens, on fait un petit déjeuner sur un point. Non, il faut l'inscrire dans tout ce qui va être démarche scientifique, etc. C'est-à-dire, si on fait un petit déjeuner, ça veut dire qu'avant, l'enseignant a discuté, on a parlé de l'origine des aliments, on a parlé de à quoi ça sert de manger, on l'a lié avec l'activité physique. Voilà, c'est vraiment des programmes entiers qu'il faut appliquer et pas juste quelques actions par-ci par-là. Et on s'est rendu compte très vite qu'il fallait avoir des territoires cibles, clairement, c'est-à-dire que sur un territoire, on doit développer la totalité des déterminants. Tout ce travail a amené à un guide méthodologique. Le guide méthodologique, va rassembler toutes les données probantes, les actions probantes qui peuvent être mises en place par thématique. Ce guide méthodologique a donné 7 déterminants: l'environnement, l'offre de santé, l'alimentation, l'activité, la grossesse, la petite enfance et l'école. Donc vous voyez que finalement, quand on va parler juste d'alimentation, juste d'activité, il manque pas mal. Évidemment, du coup, avec l'offre de santé, ça devient tout de suite plus compliqué parce qu'actuellement, on a aussi cette problématique de comment on adresse les enfants, comment on s'en occupe. Il y a aussi la place de l'école. Souvent, on pense bien faire des actions à l'école. On a bien sûr la restauration collective, mais on oublie qu'à un moment, si les écoles tout autour, c'est bétonné, il n'y a pas de jeux pour enfants, du coup, on n'a pas un environnement propice, on n'a pas non plus de l'activité physique. Donc, c'est vrai que c'est un ensemble qui est très important à développer. Et bien sûr, les 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception à la naissance et de la naissance aux 2 ans de l'enfant. Et c'est pour ça qu'on parle des 0 à 6 ans, mais en fait, il y a des choses qui se déterminent avant même que l'enfant naisse. On prend un exemple, les personnes en plus grande précarité ont tendance à moins être suivies de façon régulière. Donc, s'il y a moins de suivi, bien forcément, en fait, elles sont moins aidées. Et clairement, ça peut déjà impacter en fait le futur de l'enfant. Donc, ça commence très très tôt. On parle de démarche à 360 parce que c'est vraiment autour de l'enfant, de sa famille, et au fur et à mesure, on ajoute le quartier, les accueils pour la petite enfance, les écoles, les collectivités territoriales. Donc, c'est vraiment un ensemble qu'on fait autour de l'enfant et de la famille. Ils ont fait un projet sensiblement pareil, ça va être à Amsterdam, où on s'est rendu compte très vite que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui n'ont absolument pas besoin d'aide, il y a des quartiers qui ont besoin de beaucoup d'aide, et c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, parce que c'est vrai que c'est important en fait de mettre les moyens où il y a besoin et pas juste de mettre les moyens de manière générale, parce qu'on se dit oui, mais on met partout pareil. Non, il y a des endroits où on a plus besoin que d'autres, donc c'est vrai que c'est important de répartir suivant les besoins. Et par exemple, on va avoir des quartiers où vous allez avoir besoin, dans les aires piétonnes, de mettre des petits panneaux pour que les gens se disent c'est pas loin, donc je peux y aller à pied. Et vous allez avoir par contre des cours d'école qu'il va falloir travailler beaucoup plus. Il y a celles qui vont être déjà végétalisées et d'autres non. Voilà, là, on est sur l'influence de l'environnement. On va avoir des quartiers avec les poubelles qui sont déjà mis en place, les fontaines à eau, et puis il y en a d'autres où en fait on se dit mais c'est bizarre, les gens ne sortent pas. S'il n'y a pas de trottoir, les gens ne vont pas sortir en fait, tout simplement. Pour l'offre de santé, on vous parle du modèle REPOP, c'est l'équivalent de l'OBEP-PACA, c'est-à-dire on s'occupe de tout ce qui va être, comment on dit, les parcours de soins pour les enfants. C'est vrai qu'on encadre aussi pour cette prise en charge. Et on a le dispositif Mission Retrouve ton câble, donc MRTC. MRTC, c'est un dispositif qui prend en charge les enfants de 3 à 12 ans
médecins généralistes, médecins de PMI, pédiatres, médecins scolaires qui en fait font une ordonnance et ça permet en fait aux enfants d'être pris en charge, soit pour un surpoids, soit pour une situation d'obésité, soit sinon s'il y a des risques de surpoids et d'obésité, en fait, les enfants peuvent être consultés de 3 à 12 ans dans les maisons de santé référencées. Voilà, donc typiquement, si en fait vous n'avez pas de maison de santé référencée, ben, le dispositif ne va pas pouvoir s'appuyer. Donc c'est important aussi d'avoir ce fonctionnement. Dans l'offre alimentaire, je vous en parlais, c'est-à-dire à un moment, tout le monde dit qu'il faut manger des fruits et légumes, mais concrètement, bah, si vous n'avez pas assez de moyens, manger des fruits et légumes, bah, ce n'est pas possible. Si vous n'avez qu'un petit commerce de quartier où en fait les fruits et légumes ne sont pas disponibles, c'est le même principe. Donc c'est vrai qu'entre le conseil, et là je fais un peu le côté diététique, le conseil du diététicien et la mise en pratique, c'est vrai qu'il faut avoir le lien entre les deux, c'est-à-dire il faut vraiment avoir cette connexion. Vous avez par exemple le Nutri-Score qui peut aider à choisir des produits de meilleure qualité dans un seul rayon. Bien entendu, ça ne va pas tout faire, mais ça permet au moins d'aider les gens à s'aiguiller un peu plus. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir une offre alimentaire de qualité et à proximité. On ne peut pas avoir une offre alimentaire qui se retrouve à 20-30 minutes, et ça, c'est déjà impactant. On a également tout ce qui va être l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Alors depuis tout à l'heure, je vous sépare les deux parce que d'un côté, on a l'activité physique, c'est le fait de bouger. Donc chez les enfants, on est plutôt, alors chez moins de 5 ans, c'est 3 heures, 1 heure après et 30 minutes pour les adultes. Pour la sédentarité, c'est le fait de rester assis ou allongé en dehors des périodes de sommeil. Donc c'est deux choses différentes. C'est-à-dire vous pouvez être un grand sportif et être sédentaire. C'est ça en fait qui arrive de plus en plus dans nos sociétés. C'est-à-dire que tout le monde va faire du sport, mais en fait de passer sa journée assis au travail, ça crée de la sédentarité. D'où l'intérêt de mettre en place des pauses actives où là, toutes les heures, on va se lever 5 à 10 minutes pour casser la sédentarité. Typiquement, on a aussi tout ce qui va être les pédibus, les vélobus, qui sont sur le dispositif Marchons vers l'école, où là, du coup, vous favorisez le déplacement beaucoup plus qu'en voiture ou si vous y allez en bus. La période des 1000 premiers jours, alors c'est très important parce qu'on l'oublie énormément, mais il y a toute la partie parentalité, c'est-à-dire que le mode de parentalité, c'est vraiment le mode éducatif influence énormément. Vous avez 4 modes éducatifs. On va avoir tout ce qui va être le parent négligent. Alors lui, c'est le cas à part, c'est-à-dire du moment qu'il est négligent, forcément, on espère qu'il y aura une réaction un peu plus forte. Mais vous avez le style démocratique qui est positif, c'est-à-dire on met un cadre, mais c'est un cadre qui est adapté à l'enfant. On va avoir le style laxiste et on va avoir le style autoritaire. Le style laxiste ou permissif et le style autoritaire, en fait, les deux extrêmes apportent du coup un problème pour l'enfant, c'est-à-dire il a besoin d'un cadre. Si vous êtes trop strict, par exemple, pas de bonbons, rien du tout sucré, dès qu'il va tomber sur des bonbons, il va en manger énormément parce qu'en fait, il en profite, il n'a jamais le droit. Pareil, c'est permissif, c'est lui qui décide ce qu'il mange, donc c'est pareil, c'est pas à négliger, le style parental est très important. C'est vraiment une cause qu'on oublie très souvent, on se dit « Ah, mais c'est une question d'alimentation ». Non, c'est plus une question de comment on mange. Est-ce qu'on fait bien tout goûter à l'enfant? Est-ce qu'on lui propose différentes choses? Ou en fait, on lui propose toujours la même chose? Ou alors, on lui interdit beaucoup d'aliments parce que l'interdit est mauvais, quel qu'il soit. En fait, ce n'est pas une notion d'interdit, c'est une notion vraiment, on fait goûter tous les produits. Voilà. Donc, très important, le style éducatif. On a aussi, bien sûr, le tabac pendant la grossesse qui est extrêmement négatif. Ça, c'est très important. Et il y a aussi, du coup, la promotion de l'allaitement au sein, parce que l'allaitement maternel, lui, a un effet protecteur. Il protège du surpoids et de l'obésité. On a fait du coup tout un guide à destination des professionnels qui reprend un peu tous ces points parce que c'est vrai que c'est important. On en a une version dématérialisée si certains sont intéressés en tant que professionnels, il n'y a pas de souci, au contraire. Et bien entendu, on a développé la réponse aux cris et pleurs du bébé parce que très souvent, en fait, les parents répondent aux pleurs, aux cris du bébé par l'alimentation et c'est bien plus compliqué. Et c'est vrai qu'il faut passer sur cette dimension complexe de l'enfant, comment on le prend en charge. Du coup, il n'a pas aimé ce que je lui ai mangé. Mon Dieu, il ne mange pas, il faut que je lui prépare quelque chose à tout prix. Non, en fait, il faut juste se calmer. Peut-être qu'il n'a pas faim, peut-être que du coup, il a envie d'être un peu difficile, il teste un peu votre autorité. Il y a plein de possibilités. Ce n'est pas une réponse binaire, c'est vraiment une réponse complexe à apporter à l'enfant. Bien entendu, l'école a sa place, où là, on retrouve les repas équilibrés, parce qu'on a tout plein de règles, le schéma RCN qui s'applique,
et qui du coup sont utiles en fait. C'est vrai qu'on dit que c'est un casse-tête pour faire les menus, mais c'est très important. On a vraiment ce besoin de mettre en avant les repas équilibrés, de bouger à l'école. Vous avez désormais la mise en place des 30 minutes d'activité physique quotidienne mis en place. Alors, vous avez l'Assursport Santé, qui est un centre de ressources et d'expertise pour justement aider à les mettre en place. Mais c'est vrai que la vie en communauté est très importante aussi. C'est-à-dire, quand vous mangez à l'école, il n'y a pas d'autre choix. La quantité n'est pas infinie, donc c'est vrai qu'il y a aussi toute cette dimension qui est très importante, l'éducation au goût. Donc l'école a vraiment une place importante dans la prévention de manière générale, aussi bien surpoids, obésité, maladie cardiovasculaire, mais également aussi de vie en communauté. Alors ça, c'est un petit exemple qu'on retrouve dans la démarche à 360. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il a été très bien présenté au niveau d'autres projets qui vont suivre. Donc, on va faire un petit focus sur le surpoids, l'obésité et la restauration collective. En fait, ça a déjà été démontré que la restauration collective a un effet protecteur. Il faut vraiment s'en rendre compte à quel point, même si en fait le nombre de repas n'est pas extraordinaire, on ne prend que 12 repas en collectivité, 12% des repas sont pris en collectivité. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais en fait ça a un vrai impact. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Donc il ne faut pas négliger ce travail. Donc tous les jours, en fait, de donner à manger aux enfants, même si ça ne fait pas tant que ça, et bien en fait c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Bien entendu, on vous parle de prévention obésité, mais en fait, on parle en termes de stigmatisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'évoquer le surpoids et l'obésité. On va donc parler de projet POP 360 avec une croissance staturopondérale harmonieuse et des habitudes de vie favorisant leur bien-être et leur santé. En effet, c'est pas parce qu'un enfant est fin qu'il est en bonne santé, c'est pas parce qu'un enfant qui va présenter du surpoids visuellement, parce qu'on est très mauvais juge, du coup, ont besoin de faire attention à leur alimentation. Non, c'est vraiment une notion de tout ce qui est bon à la santé est bon pour tous les enfants. On n'a pas de limite en fait. Du moment que vous avez des enfants, vous leur proposez une alimentation bonne à la santé, ça sera utile pour tout le monde. Peu importe le poids, leur corpulence, que ce soit des garçons et des filles. J'insisterai même parce qu'on a légèrement plus de filles en surpoids et en obésité, c'est-à-dire que les filles faisant moins d'activité physique, au contraire, il faut les encourager. Il faut vraiment casser cette image que la fille n'a pas sa place dans l'activité physique. Si, pareil, les filles n'ont pas besoin de faire de régime, surtout pas, enlever tout ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment une notion de généralité. Tout le monde a besoin de faire une activité physique, de bouger, de prendre soin de soi. Donc c'est vraiment important d'avoir cette vision à 360 sur tous les enfants sans stigmatiser. Comme je vous disais, on va être sur l'enfant et sa famille. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de dire bah, l'enfant doit faire. Évidemment que 0 à 6 ans, ce n'est pas l'enfant qui peut faire. Il va forcément avoir besoin d'avoir un lien avec sa famille, avec aussi toutes les structures, s'il est à la crèche, s'il est chez la nourrice. Il faut vraiment avoir cette notion de globalité. Sur le département du 13, on a 2 projets de POP 360. Le projet qui est porté par la ville de Marseille et le projet qui est porté par le pôle Structura en association avec la CPTS du pays de Martigues, qui agit sur Martigues et Port-de-Bouc. La ville de Marseille a choisi le 3, 4, 14e et Frévalon, et Port-de-Bouc a choisi le quartier Mazepointe et les Comptes. Ils vous présenteront ça dans le détail juste après. Bien entendu, tout ce qu'on vous présente, en fait, relève donc aussi bien d'un rapport qui a été fait par le professeur Martine Laville au niveau, on va le dire, des différents ministères de la Santé, parce qu'ils n'arrêtent pas de changer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est ancré et qui est vraiment démontré. Et bien entendu, on a aussi l'importance d'avoir dans la santé publique une approche d'expertise qui a été démontrée par le professeur Pradier. C'est lui qui porte le projet sur Nice. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, on va prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Hugo. C'est toujours une super bonne piqûre de rappel, tous ces chiffres, et notamment voir la disparité au niveau de la métropole. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas ou des réactions, ou des demandes de renseignements, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, en fait, on va voir là par la suite comment ça, concrètement, donc là, on a présenté l'association ObèdPACA, les projets 360. On a peut-être encore un peu du mal à réaliser ce que ça peut concrètement donner, un projet un peu concret. Donc on va voir ça après avec les intervenants qui arrivent. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut enchaîner. En tout cas, rappeler. En tout cas, c'est super satisfaisant de savoir que la restauration collective
via tous les efforts qui sont faits là de toutes les personnes qui sont aujourd'hui connectées, que ça a un effet protecteur sur la santé. Je pense qu'on de temps en temps on l'oublie un peu. Et voilà, et donc ne pas hésiter, à ce que là la vision 360 d'Hugo, peut-être ça vous motive à vous rapprocher de vos collègues qui travaillent sur le mieux bouger, par exemple, d'essayer de peu à peu, autour de la cantine ou autour de l'école, essayer de travailler peu à peu sur d'autres champs, voilà, d'autres déterminants de la santé des petits, quoi. Voilà. Très bien, merci Hugo. S'il n'y a pas de questions, on enchaîne. Donc je vais laisser Inde de la ville de Marseille nous présenter du coup son retour d'expérience par rapport au projet POP 360 pour la ville de Marseille. Inde, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonjour, merci. Donc tu peux logiquement prendre la main sur le partage d'écran. D'accord. Juste 2 questions. Oui. Rappelle-moi, on a quoi? 20 minutes, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et autre question, parce que Manon et moi sommes arrivés un peu en retard à cette réunion. Et juste, du coup, on n'a pas eu peut-être juste nous rappeler qui est là, en fait. Enfin, on ne va pas faire un tour de table, mais dans les acteurs. Donc, c'est dans le cadre du réseau Nos Cantines Durables, donc du coup, voilà, le réseau animé par le PAT, donc Métropole Aix-Marseille et PETR Pays d'Arles, et donc sont connectés aujourd'hui des agents des cantines, des agents de communes de la métropole, mais aussi du PETR, qui travaillent principalement autour des cantines, mais pas que. Voilà, il y a des agents qui sont au service éducation, qui travaillent aussi sur d'autres choses, mais principalement autour des cantines quand même. Mais du coup, c'était une des volontés aussi, c'est qu'on ouvre un peu le spectre, voilà, autour de la santé, nutrition des enfants, pour peut-être inspirer, voilà, les communes à essayer aussi de prendre à bras-le-corps le sujet de la santé nutrition, mais pas que via les cantines. Voilà. D'accord, très bien. Donc je vais me présenter et en fait, on est là aujourd'hui, Manon de Cuc qui est connectée et moi-même. On est toutes les deux sur le plan obésité infantile à la ville de Marseille, au service de santé publique. Voilà, donc je laisserai Manon sur le. Alors Manon bon, on va pas se présenter sur notre profil, mais Manon est diététicienne, elle a un volet aussi santé publique, moi aussi, et moi j'ai une partie aussi géographie. Vous allez comprendre pour le coup comment on a un peu orienté. C'est important pour voir comment on a un peu orienté cette dynamique. Manon, je te laisserai peut-être présenter quand on en sera sur l'action. Sur l'action des parcours éducatifs. Parcours éducatif, merci. Alors, je vais partager de fait la présentation, mais avant ça, en fait, c'est vous parler un peu de l'historique de cette démarche qui a mené en fait aux actions qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est issue de toute une démarche. C'est-à-dire que dire que ce qu'on a mis en place là aujourd'hui, c'est ouais, super, on a décidé et ça s'est mis en place, c'est beaucoup plus complexe que ça. Juste pour l'historique en fait de ce plan obésité infantile, puisque nous, on a un plan obésité infantile qui a été voté en 2022 par la première adjointe Michèle Rubirola. Il y avait en tout cas tout un contexte, et Hugo l'a bien expliqué, de l'ARS, de la prise en compte de cette thématique. Et en fait, c'était une volonté de la mairie de Marseille d'intervenir sur ce volet-là. Juste le contexte, en 2022, quand on a fait voter ce plan, c'est très peu de moyens, puisqu'on récupère une mairie qui a des dettes, et un cadre. Alors donc ça, c'est le contexte un peu, je dirais, limitant, et en termes de levier, une démarche mise en place par l'ARS et un appel à manifestation d'intérêt qui a permis en tout cas de commencer ce plan
on va dire vraiment en 2023. 2023, on a fait, alors quand je dis on, à l'époque, j'étais seule et j'avais ce travail, on l'a fait au sein du service au travers, au travers d'un état des lieux. Un état des lieux, où, quand, pourquoi. En fait, on est parti des chiffres qu'Hugo a présentés, notamment sur les arrondissements qui étaient les plus touchés. C'est-à-dire que dans un contexte de peu de moyens, on ne peut pas faire partout. On a pris une partie de ces arrondissements les plus touchés, et pour ne pas les nommer, enfin pour les nommer, c'est le 3e arrondissement qui est un arrondissement très pauvre, le 14 qui est aussi, enfin voilà, où on a des chiffres importants. On n'a pas pris le 15e aujourd'hui, mais c'est aussi, enfin c'est un territoire qu'on va, on est dans les quartiers nord, hein, parce qu'on est bien d'accord, on n'est pas forcément avec des gens, on est avec des gens de toute la métropole là, donc je replace un peu le contexte. Et le 4e arrondissement, pour ceux qui le connaissent, c'est assez étonnant parce que c'est plutôt un arrondissement central et un arrondissement où on a une population qui est plutôt CSP moyen à plus, enfin moyen, on va dire. Mais au nord du 4e, à la limite du 3e, on a des zones qui sont plus précarisées. Bref, en tout cas, on a pris ces arrondissements-là. C'était aussi dans cette notion de prendre des arrondissements un petit peu divers. Et le territoire de Frévalon, pourquoi? Parce qu'il y avait une dynamique d'acteurs. La question qui a été posée, c'est dans une dynamique de ne pas écrémer des choses qui vont servir à rien, c'est de resserrer en fait les actions sur des territoires d'action, des territoires de vie. Et donc du coup, au sein de ces arrondissements, avec les élus de secteur, on a sélectionné des lieux de vie de l'enfant. On est parti sur les secteurs scolaires d'école maternelle, entre 0 et 6 ans, en tout cas entre 3 et 6 ans, 90 à 95% de la vie de l'enfant se passe autour de leur école. Donc, on a sélectionné des écoles et surtout leur environnement au travers de secteurs scolaires où l'idée, c'était, dans ces secteurs scolaires, on identifie toutes les ressources, toutes les actions, toutes les ressources déjà existantes qui peuvent ensuite, sur lesquelles on peut appuyer une coordination d'acteurs pour pouvoir mener des actions qui vont être impactantes. Donc, quand je dis à cet état des lieux, ça a été autant. Alors là, je vais peut-être pouvoir vous partager qu'est-ce que ça a donné comme dynamique en interne à la ville de Marseille. Alors, je ne sais pas si ça se partage. Si vous voyez apparaître un partage. Je vois une carte avec un zoom sur le 3e arrondissement. Voilà. Donc, on est, pour expliquer un peu la démarche, c'est que on a sélectionné, en fait, on a cartographié sur tous nos arrondissements, en partant des écoles maternelles et des secteurs, en fait, tous les éléments qui vont être impactants potentiellement. Là, je suis en train de vous faire exactement la dynamique pour montrer ce que ça peut donner sur une carte. Les jardins partagés, l'offre alimentaire, les épiceries, les acteurs du soin, la PMI, les acteurs qui sont en lien avec les enfants aussi, les acteurs, les accueils collectifs de mineurs, les centres sociaux. Bon, vous avez compris un petit peu la logique, mais c'était important, en tout cas pour nous, c'est un outil de pilotage pour pouvoir en fait identifier sur les secteurs sur quoi on va pouvoir jouer. Je vais prendre un exemple concret là en ciblant. Là, on a une école, je crois que c'est l'école Pessonnel, non, c'est Kléber, c'est pas grave. En tout cas, par exemple, sur ce secteur-là qui doit être Pessonnel, on peut compter sur d'offres alimentaires. Si on regarde la PMI, doit être là, voilà. Bon, on ne va pas détailler cette carte, mais grosso modo, c'est de ça dont on est parti
pour qu'on puisse piloter tout au long du projet finalement un projet ensuite où on installe des actions. Je reviens vraiment sur le vote et notamment l'intention. L'intention, ça a été plutôt que d'inciter ou d'informer sur marché bougé ou sur les éléments du guide méthodologique. On s'est vraiment, nous, en tout cas, on a choisi de porter notre action, nos subventions sur l'accessibilité, c'est-à-dire de permettre, enfin en tout cas de subventionner d'abord des actions qui vont permettre l'accessibilité à l'activité physique, l'accessibilité à une offre alimentaire de qualité, saine et durable, parce qu'on est aujourd'hui dans ces dynamiques-là. Évidemment, donc ça va passer par la cantine, mais pas que. En interne, on a, il y a eu en tout cas tout un tas de choses qui sont passées entre 2022 et aujourd'hui 2025 pour arriver à ce que je vais vous présenter. C'est notamment, parallèlement à l'état des lieux, tout un volet de réunions interservices, tous les acteurs en fait qui peuvent intervenir sur les temps de l'enfant. Donc évidemment les services de l'éducation, de la restauration scolaire, de l'animation, des parcours éducatifs, mais aussi on a nos collègues de l'alimentation durable, nos collègues et sur la question de la pauvreté, des solidarités, la question de la politique de la ville, de la sécurité, du CCAS, du droit des femmes, du sport, de l'activité physique. Et j'en oublie, mais en tout cas, on a sollicité en fait tous ces services qui étaient en train de se restructurer. Et ça donne un état où, en fait, en 2024, on a eu deux événements, enfin deux éléments, en tout cas en interne, qui ont facilité l'application de ce plan. C'est déjà un contrat local de santé numéro 4 qui a été signé entre 4 partenaires, la mairie, l'ARS, la préfecture et la CPAM. Le CLS permet, d'avoir des financements un peu plus impactants pour des projets un peu plus impactants et gros. Et le deuxième objectif que j'y vois, c'est de permettre la sollicitation d'autres institutions et de faire travailler tout le monde autour de la table, la métropole, la PHM, l'éducation nationale. L'éducation nationale qu'on a pu caler, et d'aller chercher d'autres financements éventuellement ailleurs. Ça, c'est un élément très, très important. Il y a une mission, une seule santé, qui s'est aussi créée au sein de la ville, avec lesquelles on travaille beaucoup sur cette question une seule santé avec une thématique école favorable à la santé. Et c'est déjà pas mal. Et des services qui se sont restructurés et qui ont permis, en fait, aujourd'hui, quand nous, on a été prêts sur la mise en accélération des actions, d'avoir des acteurs, et notamment, par exemple, sur les parcours éducatifs. Aujourd'hui, les acteurs viennent nous voir, les acteurs de l'éducation, de l'animation. Là, on récupère, et on va en parler, le marché, une partie des animations scolaires pendant la pause méridienne. Ce matin, Manon était sur la commission des menus. On vient nous chercher pour cette dynamique de dire, si on veut faire de l'alimentation, enfin de la nutrition, et avoir les standards aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut, aidez-nous sur ce volet-là. Donc on arrive en fin 2024 et aujourd'hui 2025 à avoir proposé en fait plusieurs actions qui ont été validées par le CLS, qui viennent appuyer les actions que nous avons commencé à financer au travers de subventions en 2024. Et je vais donc vous les présenter.
si je retrouve ma présentation et si je ne dis pas de bêtises, vous devez la voir. Oui, c'est bon. OK. Alors, donc aujourd'hui, tout ce travail-là a mené à un certain nombre d'actions. Je ne vais pas rappeler les 7, voilà, c'est le guide méthodologique que Hugo a présenté. C'est notre guide méthodologique, c'est notre guideline, et c'est comment on inscrit un certain nombre de choses dans ces chapitres. On a, pour le plan obésité et le contrat local de santé, 3 actions clés. Une première action qui est l'accompagnement de 100 femmes enceintes qui va débuter début 2025 dans le 3e arrondissement. Des femmes enceintes qui sont vues par la PMI, par des maisons de santé du 3e arrondissement. Et le projet, c'est de financer en tout cas de l'accompagnement au travers d'ateliers sur l'alimentation pendant la grossesse, d'un accès à une activité physique adaptée pour les femmes enceintes gratuite, donc du coup vraiment avec un choix justement d'activités, mais aussi également, et ça on y tenait, qui n'a pas été financé d'ailleurs par le CLS, mais par la recherche de fonds externes, une aide alimentaire par le biais d'un transfert monétaire, et notamment un accès pour des femmes pendant 5 mois à 45 € par mois, au travers d'un choix, l'accès à une épicerie sociale alimentation durable, des paniers ou des tickets services, voilà, sans venir contrôler. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup sur le fait qu'à partir du moment où on met à disposition des ressources, on va pouvoir permettre aux personnes d'accéder à ça. Alors, quand je dis 100 femmes enceintes 3e arrondissement, donc évidemment, à priorité, enfin, en tout cas, la majorité de ces personnes-là qui viennent à la PMI ou à la maison de santé de Pessonnel, notamment, pour ne pas la nommer, sont des personnes qui sont, pour la plupart, plutôt en insécurité alimentaire. Donc, on a ce projet qui a été validé et qui commence là en mars-avril sur l'inclusion des femmes. Le deuxième projet, je vais laisser la main à Manon, c'est de la refonte des parcours éducatifs. Voilà, je te laisse le présenter. Ouais, du coup, le deuxième projet, c'est ce projet de parcours éducatif autour de l'alimentation et l'activité physique au sein et en dehors de l'école. Donc, ce projet, il se base sur le fait que il y a déjà énormément de choses qui sont faites au sein des écoles, des initiatives qui sont prises par les enseignants, des partenaires externes qui viennent au sein de l'école. Mais nous, la volonté qu'on a faite, c'est de faire un parcours concret sur toute l'année scolaire, sur l'entièreté d'une école, comme un projet d'école autour de l'alimentation et l'activité physique sur tous les temps de l'enfant. Donc vraiment travailler autant sur le temps scolaire, le temps méridien, le périscolaire et l'extrascolaire, pour que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, que toutes les personnes qui interviennent auprès des enfants aient une culture et un discours commun, et surtout qu'on ait des actions qui se complètent, qui se coordonnent, du coup, sur tous les temps, auprès des enfants et des parents, du coup, aussi sur l'extrascolaire. Donc, la volonté, c'est d'expérimenter ce projet sur 2 groupes scolaires, donc du coup, des groupes scolaires du coup, de la maternelle jusqu'à la fin de l'élémentaire. Nos grands principes directeurs pour ce projet, du coup, c'est de s'appuyer surtout sur l'existant, du coup, de co-construire avec les équipes en fonction de ce qui existe déjà, de leur réalité, de leurs besoins, et de venir compléter cet existant avec des projets spécifiques. Donc, comme disait Inde, on travaille avec énormément de services de la ville sur ce projet, donc notamment avec le service des parcours éducatifs qui là travaille plus sur le temps scolaire, avec l'éducation nationale aussi. On travaille avec le service de restauration scolaire sur le temps méridien, puisque là, on est à un petit changement à la fin de l'été. Donc,
il y a un changement de la délégation de service public qui était donnée à la Sodexo. Bon, on va épargner les détails, mais en gros, ça passe en service public, en marché, et du coup, la ville récupère certaines choses qui étaient jusqu'à présent à la Sodexo, notamment l'animation sur le temps méridien et en temps scolaire, qui était fait par des agents de la Sodexo. Et donc, on travaille aussi sur la refonte de ces animations pour du coup aussi mettre ça en lien et en cohérence avec les objectifs qu'on se donne dans ces parcours-là. Donc, pour ce travail-là, on travaille notamment avec le Codeps 13 qui est en train de créer une mallette d'outils pédagogiques qu'on va pouvoir mettre à disposition des écoles pour que chaque personne de l'équipe éducative qui peut monter une action puisse avoir à disposition des outils qui soient faciles d'accès, faciles à utiliser, adaptés à l'âge de l'enfant, etc. Et forcément, pour aller avec cette mallette d'outils pédagogiques, l'idée, c'est de faire des formations à l'ensemble de l'équipe enseignante et l'équipe éducative en début d'année scolaire pour rejoindre toute l'école autour d'un même projet, d'une même ambition, avec des formations sur la posture éducative, notamment parce que c'est pas parce que des fois on a l'information qu'on sait comment la transmettre, notamment à des enfants, qu'est-ce qui est adapté en fonction des âges, et surtout de pouvoir s'approprier ces outils pédagogiques pour que les équipes puissent être autonomes durant l'année. Donc ça, c'est un peu le grand tronc commun. Et ensuite, on va créer des actions plus en fonction des besoins concrets des écoles. Donc on est déjà en contact avec eux pour pouvoir commencer cette co-construction et imaginer le lancement de ces parcours à partir de septembre. Donc il y a aussi notamment une grande question d'accès, puisque on est sur des écoles qui sont en quartier prioritaire, qui n'ont pas forcément notamment accès à de l'activité physique. Donc aussi mettre ça en lien avec énormément d'associations qu'on peut financer pour pouvoir proposer du coup à ces classes soit des sorties scolaires, soit l'intervention directement dans les écoles. Et aussi faire le lien après avec le périscolaire. Donc il y a le service d'animation territoriale et les dispositifs d'aide à la réussite. Et il y a surtout aussi notamment un travail autour des goûters. On est en train de réfléchir à essayer de mettre en place des goûters pour les enfants équilibrés, pour les enfants qui bénéficient du périscolaire. Et après, il y a aussi tout le travail avec le tissu associatif, les centres sociaux, et aussi imaginer du coup un travail avec les parents, puisque on sait que c'est bien de travailler auprès des enfants et de sensibiliser les enfants, mais c'est aussi très important de pouvoir travailler avec les parents. Donc voilà, là, c'est un projet assez global qu'on essaye de lancer sur ces groupes scolaires. Voilà, je regarde, je vérifie si j'ai tout dit. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment du coup ce tronc commun, imaginer des temps forts durant l'année, donc avec des sorties scolaires notamment. Donc on est aussi en lien avec les relais nature, les fermes pédagogiques. Et après, imaginer à la fin de l'année une espèce de production pour valoriser tout ce qui a pu être appris pendant l'année, avec un événement où on invite les parents à faire un truc un peu convivial pour vraiment essayer de réunir toute l'école autour de ces questions-là. Et voilà. Eh bien, je vais faire le lien. C'est que donc là, on est sur le temps scolaire et autour de l'école. Et le troisième projet qui a été validé là et qu'on est en train de mettre en place, ce sont la mise en place de parcours de marche pour aller à l'école. On est dans le 4e arrondissement, donc c'est issu de la concertation et de volonté des écoles, des parents, des associations de parents. On va créer, alors j'avais une réunion juste la semaine dernière, une deuxième réunion, notamment 2 écoles maternelles pour lesquelles on va identifier autour de leur secteur scolaire, en fait. Alors, le dessin n'est pas fou, hein, mais pour que vous compreniez un peu, c'est qu'on a le secteur scolaire, par exemple, là d'une école qui est Eugène K, pour ceux qui la connaissent, mais on s'en fiche. Et c'est d'identifier au travers de concertations avec les habitants, les enfants, les parents, les enseignants, les parcours qui sont déjà utilisés. Et nous, on va être dans la signalétique, dans la valorisation, dans la visibilisation. Ça va passer par du marquage au sol, ça va passer par de la communication, ça va passer aussi par de la sécurisation des espaces. Donc, il y a une discussion à faire avec la métropole, puisque la ville n'est pas
compétentes sur ces champs-là, et je dirais de l'incitation, on l'a mis, hein, l'achat de podomètres, je vais rajouter même, on a de l'argent pour pouvoir faire une petite vidéo sur comment on marche à l'école, comment on va à l'école en marchant, ou même, puisqu'on a aussi des projets de vélobus et pédibus, c'est de s'appuyer sur aussi ces initiatives-là. Donc l'idée, c'est pas de faire des pédibus, hein, mais il y a déjà des dynamiques de pédibus, en tout cas pour cette école-là. Là, cette école-là, on a en plus là tout nouveau une école qui est sur un autre secteur qui va être rattachée. Donc, on va travailler avec le contexte actuel en fait d'enfants qui marchent ou qui ne marchent pas encore pour aller à l'école, pour inciter beaucoup plus d'enfants à marcher. Donc là, on a la gamme notamment qui vient nous donner un coup de main. On a les services de la ville sur l'aménagement et sur les mobilités. On a d'autres projets, il y a d'autres projets au travers de la ville sur la transition écologique et la qualité de l'air qui viennent appuyer. Il y a un parcours qui va passer justement, alors la chance fait qu'il y a un parcours qui débute des quartiers nord et qui va passer justement par ce secteur-là. Donc on va l'utiliser. On a des acteurs comme la Fédération française de randonnée. Bon, bref, on est sur la mise en place de cette action qui devrait, je pense, avoir lieu en 2025. Juste la cartographie des ressources. La cartographie que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, on va aujourd'hui, ça c'est un autre projet, c'est de la rendre publique, en fait, de pouvoir, en fait, au travers d'une cartographie publique, donc je ne vais pas vous la présenter, hein, mais c'est au travers d'un lieu, si je clique sur un lien, ce n'est pas actif, donc vous pouvez le voir, mais se dire, bah, tiens, autour du lieu de telle école, j'ai des fontaines à eau, j'ai des jardins partagés, j'ai des parcs, ou alors à des endroits, bah non, mais j'ai pas grand-chose. Donc ça, c'est encore un autre projet, mais c'est qu'on puisse aussi avoir des outils rendus aux partenaires et à n'importe quel acteur qui voudrait, qui est en contact avec les enfants. On ne va pas présenter le CODEPS, puisque je pense que le temps est... Je me permets de compléter peut-être sur la ressource pour la cartographie. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup remonté quand on a consulté les acteurs du 3e arrondissement, parce qu'en fait, le 3e arrondissement, c'est un environnement très riche où il y a énormément d'acteurs, énormément de dynamiques, et pour autant, le lien n'est pas forcément fait entre les acteurs, et c'est difficile pour des acteurs d'avoir de la visibilité sur quelles sont les autres actions qui sont disponibles, même des fois dans la rue d'en face. Et l'idée, c'est aussi, en plus de faire une cartographie des ressources, de réfléchir à une cartographie d'action, de savoir concrètement tel acteur, il met tous les jeudis, il est dans ce parc et il fait de l'activité physique gratuite. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir avoir une visibilité sur des actions qui peuvent être portées par les associations. Juste pour peut-être terminer, parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps sans dire de bêtises. Je ne vais pas vous présenter le CODEPS, mais le CODEPS vient nous aider vraiment sur la formation des acteurs. Alors, indépendamment des parcours éducatifs, ils ont dans l'AMI un rôle important de formation et d'accompagnement des acteurs qui veulent entrer dans la carte obésité infantile. Qu'est-ce que je voulais dire juste pour finir, on a on va utiliser d'autres dispositifs qui vont être reliés aussi, qui vont être d'autres services, notamment les villages chantés. Les villages chantés qui sont les villages normalement qu'on a mis en place pour que les personnes d'un territoire puissent avoir des informations sur l'accès à la santé. Et dans ces villages chantés, on fait en sorte avec notre collègue que puisse y avoir des parcours enfants, des parcours obésité infantile sans les nommer, mais d'accès à l'activité physique, aux informations sur le territoire qui pourraient toucher justement cette question-là. Je finis juste sur le POP 360 pour dire en termes de, je dirais, de plus-value, en tout cas pour nous, c'est d'avoir ce guideline, ce guide méthodologique. Donc ça, c'est important, mais c'est surtout, je dirais aussi, il y a aussi le lien avec les autres acteurs. Alors, la question de l'éducation nationale, mais je dirais aussi, on n'est pas, nous, habilités à
questionner la question de la prise en charge. Et donc, à partir du moment où on repère des enfants en obésité infantile, donc vous avez compris, on est vraiment en prévention primaire, nous, la ville, mais vraiment en partenariat fort avec l'OBEPACA qui va être, lui, en charge d'avoir cette vision prise en charge. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions autour de la salle? N'hésitez pas à lever la main. Question de compréhension. Moi, j'en avais 2, 3. Donc, In, tu disais, moi, j'étais intéressée par la cartographie, la toute première, où il y avait même des couches dans le 3e avec l'obésité. Enfin, j'ai vu qu'il y avait plusieurs codes couleurs. Donc, ça, c'est un outil que vous avez en interne. C'est pas de l'open source. Alors, c'est pas de l'open source, non, puisque c'est vraiment, je vais le repartager. On est vraiment sur un outil c'est pas un outil de travail, un outil que l'on peut partager à ce stade parce qu'il est assez complexe et il n'est pas, comment dire, il va pas forcément être. Attends, je reviens dessus. Enfin, si je mets toutes les couches, ça va être. Alors, il est un peu bloqué là, mais bon, il est inutilisable pour les partenaires et c'est pour ça que on va être beaucoup plus sur, par exemple, tu vois, par exemple ces couches-là, non, pardon, sur l'offre alimentaire, on va par exemple ça, le faire apparaître sur la carto publique, qui est plus donc ce que j'ai présenté avant. Et donc ça, par contre, alors je vais essayer parce que j'ai le lien de la carto publique qui aujourd'hui est tout à fait accessible. Et je vais arrêter le partage, que je ne dise pas de bêtises. Oh là, je suis perdue. Je suis perdue. Arrêtez le partage. Je reviens sur notre partage. Sur cette carto. Donc, on est dessus. Alors là, c'est une version démo. Mais par exemple, ça, vous allez, à terme, l'idée, c'est qu'on puisse vous le rendre accessible. C'est-à-dire que, par exemple, si je clique autour de cette zone-là, voilà, et il va me mettre, alors voilà, c'est pas très très beau aujourd'hui, mais ah ben tiens, autour de ça doit être Font-Colombe, enfin on est dans le 3e arrondissement. Quels assos j'ai, et là en plus juste de l'adresse, on pourrait avoir des informations de disponibilité des différentes informations qu'on recueille. Donc ça a vocation à terme. Alors quand je dis à terme, il faut qu'on commence le groupe de travail, mais à terme que ça puisse être, on va dire en 2026, accessible, fin 2025, accessible aux partenaires institutionnels et surtout opérationnels. Ok. Après, vous avez travaillé avec un prestataire ou c'est tout en interne? En interne, c'est Ville de Marseille interne. On a un service qui est formidable là-dessus. Et pareil, tu vois, sur l'ergonomie, bon, justement, il y a peut-être une question qui va se poser, savoir si on passe par un prestataire externe ou pas. Mais pour l'instant, à défaut, on aura quand même cet outil. Après, cette version démo, elle est dans notre Digipad. Donc, elle est accessible. Voilà, je n'ai pas présenté le Digipad non plus, mais on a Manon, on a un outil qu'on a mis à disposition des acteurs qui sont, à partir du moment où vous avez l'adresse du Digipad, c'est peux le partager si tu veux. Attends, mais je l'ai en fait. Vas-y. Je l'ai, voilà. Qui est, quand on parle du plan obésité infantile, on va retrouver le constat, on va retrouver ce qui a été présenté, la cartographie. Les outils, le guide méthodologique, vous l'avez là, nous on l'a fait en termes de carte action. Vous allez retrouver exactement ce qu'a présenté Hugo, mais sous forme peut-être un petit peu plus funky.
voilà. Et les écoles concernées, les actions qui vont s'y dérouler, de la ressource pour chaque arrondissement et les sources de financement pour les acteurs ressources. Donc, on présente l'OBEPACA, mais aussi les PMI. MRTC, je crois qu'il y a dedans aussi. Voilà. Donc, ça, c'est tout. C'est ouvert à tous? Bah oui, en fait, à partir du moment où vous avez l'adresse qui est là-haut, une adresse absolument. Je pourrais le partager peut-être, Lisa, je crois que tu l'as. Oui, volontiers. Je vais la Voilà. mettre dans la conversation du. Voilà. Parce que je mettrai aussi dans le. Voilà. Je mettrai aussi dans le compte rendu. On a un QR code qui est beaucoup plus facile parce que l'adresse, elle est. Voilà, vous avez l'adresse là-haut, c'est un peu. Je vous partagerai. On a créé une adresse un peu plus simplifiée du. Merci beaucoup. Je vais la mettre dans la conversation. Juste pour les autres communes qui sont présentes aujourd'hui, bon, c'est vrai que là, la ville de Marseille, donc c'est la commune la plus grosse de la métropole, donc il y a quand même pas mal de moyens, tout ça. Donc c'est toujours en termes pour se remettre à son échelle. Moi, j'avais une dernière question. Autour des cantines, Manon, tu parlais de notamment la formation du personnel qui gravite autour des cantines et des enfants. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, du coup, qui, sur les deux, je crois qu'il y a sur 2 groupes scolaires que vous faites l'action expérimentale, c'est qui fait du coup cette formation-là de tout ce personnel pour avoir un peu un vocabulaire commun sur la question de la santé, de la nutrition, tout ça, et en quoi consiste un peu cette formation, qui et comment, quoi. Du coup, ce sera le CODEPS. Voilà, 13, ok. du coup, toujours pareil. Et du coup, l'idée, c'est de proposer un temps plus autour de un peu tous les agents, que ce soit les agents du périscolaire, de la restauration, etc. Un temps vraiment dédié. Et après aussi un temps un peu plus pour les enseignants, du coup, vraiment peut-être plus posture éducative, etc. Mais voilà, cette histoire d'avoir un discours commun, aussi pouvoir parler de l'obésité, sur les déterminants, puisque comme on disait, c'est pas intuitif de dire que l'obésité, c'est plus environnemental que les comportements individuels, donc de rappeler déjà tout ça, tous ces déterminants qui existent. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement autour de l'obésité, donc présenter les outils, quelque chose d'assez concret aussi avec les outils qui existent, la boîte à outils, la présenter, comment se l'approprier, comment mener des actions. Après, bien sûr, ça ne sera pas la même implication possible pour un personnel de cantine qui sert simplement les repas et un agent du périscolaire qui voit les enfants pendant plusieurs heures, mais voilà, l'idée, ça sera un peu d'avoir au moins un discours commun, que toute l'école soit réunie autour d'un même projet. Et surtout de recueillir aussi les besoins et les constats de tout le monde. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a Jacqueline Téréné qui demande juste à Hugo s'il pourra envoyer le lien sur le document dématérialisé dont tu parlais du sérum. Du coup, je le mettrai dans le mail de compte rendu, Jacqueline. Voilà. Merci à la ville de Marseille. On va passer du coup maintenant au deuxième retour d'expérience sur Martigues et Port-de-Bouc. Donc c'est Valérie Matsos qui va prendre la parole, si elle est là, et c'est moi qui vais partager. Alors bonjour à tous, je suis la co-coordinatrice sur ce projet. Nous, c'est un peu différent, à la différence de la ville de Marseille, ce sont 2 associations qui ont répondu à cet appel à projet. C'est l'association CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé du Pays de Martigues, qui a répondu à cet appel, avec le pôle Structura, qui est une association de prise en charge, on va dire, globale de l'obésité adulte à la base. Et étant donné que notre président de la CPTS est le même que le président de cette association, donc de répondre ensemble à cet appel à manifestation avait du sens. Donc, le choix du nom du projet Septentrion, bien entendu, rappelle les 7 déterminants. Et en fait, nous sommes partis sur le choix de 2 quartiers prioritaires, puisque, comme vous l'a dit Hugo dans les chiffres, il y a une grosse prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants qui vivent dans des quartiers prioritaires, ce qu'on appelait avant les quartiers défavorisés. Donc, par rapport aux chiffres qui ont pu être diffusés, on va peut-être passer au slide 3 juste pour montrer.
Ce sont 2 quartiers fortement défavorisés qui ont été choisis. Et nous, en fait, on est parti sur ces quartiers et on est allé à la rencontre de tous les partenaires susceptibles en lien avec les enfants et en lien avec chaque déterminant. Donc, c'est comme ça qu'on a développé cet état des lieux de ces deux quartiers, sachant que de toute façon, nous, on est à une petite échelle comparé à Marseille. Et quand on touche certains partenaires comme la PMI, ils peuvent être communs à ces 2 quartiers, voire à l'échelle de toute une ville. Donc, on est parti quand même sur cette base-là pour pouvoir démarrer cet état des lieux. Donc, nous, on a pour objectif, donc on va peut-être revenir sur le slide 2. Voilà, cet appel à manifestation d'intérêt qui est en fait porter les actions probantes qui touchent les déterminants de l'obésité était dans un premier temps de fédérer tous les acteurs d'un même territoire autour de ce projet de prévention du surpoids et de l'obésité et faire un état des lieux des actions déjà existantes et voir un petit peu par rapport justement au guide méthodologique qui référence toutes ces actions probantes, voir après où il y avait des trous dans la raquette. Donc, nous, on est parti aussi avec quand même des objectifs spécifiques pour pouvoir un petit peu se donner des moments butoirs. Donc, on espère pouvoir mettre en place, comme vous l'avez fait auprès de la ville de Marseille, une cartographie des actions probantes de ces 2 quartiers et pouvoir mettre les acteurs en interrelation avec chaque déterminant du POP 360. Sur les actions qui ne marchent pas, bien qu'elles soient identifiées probantes, c'est essayer de voir où étaient les freins et les leviers qu'on peut rencontrer avec les acteurs du territoire. Et là, nous, on a mis en place, déjà, on a fait 3 COTEC. Et sur le dernier COTEC, on a mis en place des ateliers où les intervenants ont choisi, on réfléchit sur 3 thématiques, dont la formation. Donc, je vois que sur Marseille aussi, c'est un axe très important, puisque nous, on juge important de pouvoir avoir un langage commun et une compréhension commune du surpoids et de l'obésité. Donc, voilà, écoutez, donc une fois qu'on a fait un peu cet état des lieux, même si maintenant on se rend compte qu'on a besoin encore de rencontrer de nouveaux partenaires. Donc, excusez-moi, on va passer à la 4. Voilà. Donc, nous, là, on vous présente juste rapidement l'organigramme avec le comité de pilotage, nous 2 qui sommes les coordinatrices. Et on a mis un opérationnel avec des interlocuteurs privilégiés sur chaque déterminant qui sont très partie prenante pour venir nous appuyer sur ce projet. On a rencontré beaucoup d'intérêt positif à ce projet. De toute façon, quand on parle de l'enfant, ça parle à la majorité des gens. Donc, on a réussi à toucher de nombreux acteurs sur chaque secteur. La seule chose où on a eu beaucoup de mal, et on semble que ça va se débloquer, c'est sur l'environnement. Les partenaires susceptibles de pouvoir nous aider sur ce déterminant n'ont pas vu l'intérêt qu'ils pouvaient apporter à ce projet, mais on espère bien pouvoir présenter ce projet de façon un petit peu plus précise à des gens qui sont en rapport avec ce déterminant. Voilà. On va passer, voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? J'ai un petit peu dit déjà précédemment. Donc, nous sommes allés voir tous les interlocuteurs ou la majorité des interlocuteurs en lien avec les 7 déterminants. On leur a fait une présentation du projet.
Ça nous a permis, nous, en retour, d'identifier les actions qui étaient mises en œuvre par chacun, leurs partenaires, comment ils étaient financés et quels étaient les axes d'amélioration pour chacun. On s'est rendu compte que la communication était assez difficile. Beaucoup ne se connaissaient pas et ne connaissaient pas ce que les uns et les autres faisaient. Donc, on a organisé 2 cotex sur chacun 3 déterminants, donc il n'y avait pas celui de l'environnement. Ça a permis déjà de créer du lien. Certains ont parlé de un petit retour d'expérience sur leurs actions. Donc, et dernièrement, donc, on a fait un cotec général où des interlocuteurs qui avaient été identifiés comme privilégiés sont intervenus. Et on a pu travailler, donc je vous disais, sur la notion de formation. On a travaillé aussi sur un atelier qui parlait d'une action qui ne fonctionne pas, nous, sur notre territoire, et voir un petit peu pourquoi, alors qu'elle est financée. Donc là, on espère œuvrer sur ça, c'est-à-dire sur Maman en forme, ce qui permet de développer l'activité physique pour les femmes enceintes. Et puis, on a aussi partagé un questionnaire qu'on a commencé à élaborer auprès des familles, puisque bien sûr, toucher les partenaires, c'est important, mais savoir un petit peu ce que les familles attendent dans ces quartiers, c'est aussi important parce que peut-être qu'on verra que leurs priorités seront un peu différentes des nôtres et on pourra à ce moment-là travailler plus profondément sur les actions à mettre en œuvre. Voilà. On peut passer. Donc là, on a fait une petite image où vous voyez tous les partenaires qu'on a pu rencontrer, service des sports, PMI, centres hospitaliers, centres sociaux, les écoles, le service petite enfance. Vraiment, on a un panel très élargi de personnes qui gravitent autour des enfants et qui peuvent intervenir et travailler en collaboration, on va dire, pour cette prévention du surpoids et de l'obésité de l'enfant et savoir où aussi, eux, ils peuvent orienter, guider quand ils observent un enfant avec une problématique de surpoids, voire d'obésité. Alors, on va passer sur le suivant. Donc, je reviens sur les pistes d'action qu'on a pu identifier. Donc, un des objectifs à moyen terme serait de mettre en place une formation pour les interlocuteurs privilégiés du projet, puisque eux, de toute façon, auront pour mission, on va dire, de diffuser l'information aussi auprès de leurs services, quels qu'ils soient. Et donc, comme je vous le disais, c'était d'avoir une meilleure compréhension du surpoids et de l'obésité infantile. Et bien entendu, comme vous l'avez dit aussi pour Marseille, avoir un langage commun et éviter aussi les stigmatisations ou les idées reçues, comme le disait Hugo, de penser que le surpoids ou l'obésité est dû uniquement au fait de la malbouffe ou au fait qu'on ne fait pas de sport. Il y a évidemment, avec ces 7 déterminants, on le voit bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Actuellement, on est sur un travail qui a été initié par la PMI. Le fait d'avoir aussi la possibilité de se rencontrer lors d'Icotech a renforcé certains liens. Et il voudrait mettre en place des ateliers de nutrition justement avec Alimataire, puisqu'il y a très peu d'ateliers orientés sur la femme enceinte. Et ce serait aussi en partenariat avec le centre hospitalier de Martigues. Et le financement, le seul problème qu'on a, c'est le financement. Mais il va y avoir une réunion avec le centre hospitalier de Martigues, la partie santé publique où ils ont des financements,
la maternité, la PMI, pour voir comment pourra se mettre en place ces ateliers et qu'ils soient financés. Bien sûr, parmi les axes, c'est promouvoir l'allaitement maternel puisqu'il est un protecteur identifié du surpoids et de l'obésité de l'enfant. Diffuser aux différents interlocuteurs, bien sûr, une cartographie des contacts et des actions comme on commençait à le faire Marseille. Je vous parlais du dispositif Maman en forme, voir comment on pourrait le redynamiser puisque le secteur santé publique de l'hôpital a un financement par rapport à ce dispositif. Il marche sur la commune d'Istres, mais pas sur la commune de Martigues et celle de Port-de-Bouc. Et en fait, il faudrait qu'on arrive à identifier les freins et comment permettre voilà, redynamiser ce dispositif qui est important et qui fait partie des actions probantes identifiées. On peut dire aussi que grâce à ce projet, ça a donné l'idée aussi à un puériculteur de la PMI qui a réussi récemment son DU sur l'obésité pédiatrique. Il a mis en place une consultation pédiatrique sur la prévention du surpoids tous les lundis, toutes les semaines paires. Il reçoit en consultation des enfants qui ont été orientés. Et si vraiment il voit que c'est un petit peu plus compliqué, il est en lien pour les orienter sur le dispositif MRTC, puisque nous, il est en forte évolution sur la maison de santé des comptes, et éventuellement l'orienter sur l'hôpital, puisqu'ils ont une consultation pédiatrique, voire plus via l'OBEP-PACA. Donc, on peut voir que quand même le fait de ce lien qui se crée et le fait de se connaître permet de dynamiser et d'avoir envie de promouvoir ce projet, puisqu'il est parlant pour tout le monde. Et puis, il ne faut pas oublier que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain, et qui peut, si on n'arrive pas à endiguer un peu cette augmentation du surpoids et de l'obésité chez l'enfant, ce seront des adultes à un pourcentage important, pour certains seront obèses avec toutes les pathologies liées à l'obésité. Donc, le discours est important à ce niveau-là. Des projets, vous voyez, je vous en ai mis autres, on peut partir sur plein de projets. Nous, là, notre espoir, c'est d'avoir l'appui aussi des communes. Donc, nous avons quand même rencontré la directrice générale administrative de Port-de-Bouc, et là, prochainement, on va avoir un rendez-vous avec le maire de la commune de Martigues, puisque le contrat local de santé auquel comment vous dire, la CPTS du Pays de Martigues est signataire du contrat local de santé. Là, il va y avoir prochainement un renouvellement du contrat local de santé, et l'idéal serait d'inscrire ce projet dans le contrat pour avoir des financements pour la mise en place d'actions qui seront identifiées et décidées en multipartenariat. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on peut tout imaginer. Effectivement, ne serait-ce que de mettre des fontaines à eau attractives pourrait être une piste, faire du marquage comme vous l'avez envisagé pour Marseille, du marquage au sol, ou des panneaux pour identifier le peu de distance qu'il peut y avoir à pied d'un lieu à un autre, et éviter qu'on prenne la voiture pour un oui, pour un non. Tout est envisageable, et c'est en ça que c'est très intéressant ce projet, puisque il peut partir sur plusieurs actions et plusieurs orientations, et je trouve que c'est passionnant à ce niveau-là, surtout que si on prend cette problématique justement à la base chez le tout petit, on touchera le tout petit, mais on touchera les familles, et on pourrait espérer une amélioration pour les années à venir. Donc voilà.
Donc, la valeur ajoutée, bien sûr, je reviens, c'est bien sûr créer du lien entre les acteurs du territoire, éviter le millefeuille d'actions, puisque, comme je vous le disais, beaucoup d'actions existent, mais il n'y a pas de lien entre les uns et les autres, et d'agir de façon plus coordonnée sur tous les déterminants. Voilà, avoir un fil directeur, comme vous le disiez, Inde, pour Marseille, bien sûr, c'est le guide méthodologique et développer un langage commun autour de la prévention du sous-poids et de l'enfant. Nous avons bien sûr le soutien d'experts sur l'obésité pédiatrique comme l'OBEP-PACA et nous espérons avoir le soutien un petit peu plus poussé des communes dans toutes ces actions. L'hôpital est quand même intéressé aussi par ce projet, ainsi que la PMI qui est très impliquée aussi dans ce projet. Voilà, j'espère avoir été assez claire sur le fonctionnement qu'on a prévu pour ce projet et de tous les liens qu'on a pu créer, parce que c'est quand même assez passionnant. Et puis, on se rend compte que quand même beaucoup de gens ont envie de faire des choses intéressantes. La seule chose, c'est vraiment ce lien, voilà, entre tous. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. C'est toi? Oui. Ok. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Encore une fois. C'est vrai que Hugo n'hésite pas à réagir aussi. En fait, ce qu'on voulait faire là, sur ce webinaire, c'est un peu décentrer de la restauration collective, parce que nous, dans le réseau Cantine Durable, on parle beaucoup des cantines. Bon, déjà, réaffirmer, comme je le dis, le fait que ce qui se passe dans les cantines, c'est vraiment un des remparts à la. Donc, comme le disait Hugo, un levier très important à la prévention contre le surpoids et l'obésité. Et voilà, et en fait, si jamais dans vos équipes, là, au sein des communes, vous voyez qu'il y a une volonté de travailler un peu sur la question de la santé des petits, peut-être renvoyer à Hugo, donc à l'OBEP-PACA, feuilleter le guide méthodologique pour se dire quelles sont les personnes qu'on peut mettre autour de la table. Voilà, parce qu'on voit que les questions de santé des petits, il faut intégrer le mieux bouger, comme on l'a dit, tout ce qui est environnement autour des écoles, et pas oublier aussi quand même, Hugo insistait dessus, et Inde aussi, en fait, cette corrélation forte entre précarité économique et les indicateurs dégradés de santé. Donc moi, je retiens la notion du versalisme proportionné aussi, qui était assez intéressant, donc intervenir là où il y a des besoins forts. Et notamment, là, autour de la table, voilà, si vous avez des contrats locaux de santé, si votre commune elle a un CLS en cours de réécriture, c'est peut-être le moment, du coup, de lire là, ce guide méthodologique de l'OBEP-PACA pour essayer d'intégrer, en fait, dans le contrat local de santé, un peu de travailler un peu sur tous les champs, les déterminants voilà, de santé des enfants. Voilà, donc on voulait volontairement un peu ouvrir le spectre, voilà, pas être autour que des cantines, mais en espérant que ça puisse vous inspirer, même mettre des choses en place autour du mieux bouger, voilà, ou des animations sur le temps méridien, etc. Voilà. Hugo, je ne sais pas si tu as un dernier mot, peut-être, s'il n'y a pas de questions. Alors, j'ai un dernier mot, c'est-à-dire que sur la ville de Vitrolles, où ils sont pas sur le petit POP 360, ils l'ont quand même développé, c'est-à-dire qu'on a une volonté de l'élu à la transition énergétique qui est très forte. Ils ont un PAT de la ville en plus du PAT métropolitain. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup, il y a vraiment besoin d'une volonté par contre politique pour que ça permette d'évoluer. Donc sur la ville de Vitrolles, ils l'ont développé, ils se sont du coup rapprochés de la CPTS, donc la communauté professionnelle territoriale de santé, pour avoir l'aspect tout ce qui va être santé, mais aussi sanitaire, médico-social. Ils se sont approchés aussi de tout ce qui est les différents services petite enfance. Et on se rend compte qu'en fait, du coup, en mettant bout à bout les services, il y a énormément de gens qui ont envie d'évoluer dans ce sens. Donc, ce n'est pas forcément qu'une question de est-ce qu'il y a un financement ou pas de financement. Il y a des fois, il y a déjà beaucoup de gens qui ont beaucoup de volonté, qui travaillent déjà très bien.
Et donc, des fois, c'est juste une question de comment on se met en lien les uns avec les autres. C'est vraiment la notion de lien qui des fois, fait prendre des petites initiatives, parce que toutes les initiatives peuvent s'associer les unes entre elles et ça marche très, très bien. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on vous enverra, donc le webinaire a été enregistré. Dans le compte-rendu, je vous renverrai à nouveau tous les liens là, qui ont été envoyés, notamment par la ville de Marseille et par Hugo. Je laisserai le contact de Hugo si c'est d'accord pour que vous preniez contact avec lui si jamais, s'il accepte. Et, Oui, on a une mission aussi d'aider à développer certains programmes, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. S'il n'y a pas d'autres réactions, et du coup, merci beaucoup. Je remercie les intervenants qui ont pris le temps de préparer les présentations, donc la ville de Marseille et Valérie Massos du projet Septentrion. Voilà, un grand merci à eux. Et puis, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà. On finit un peu avant. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors.